Au mariage de ma sœur, son nouveau mari a ri et a dit « Je ne pensais pas qu'ils inviteraient la déception de la famille. » Puis il m'a pointé du doigt et a crié « Tu n'as pas ta place ici. Pars. » J'ai hoché la tête, me suis tourné vers ma sœur et j'ai dit « Je le ferai. » Mais d'abord, tu veux rencontrer la fille avec qui il a une liaison depuis les 6 derniers mois. Il est devenu blême avant même qu'elle ne se lève. Il y a quelque chose d'unique qui brise l'âme dans le fait d'être la déception de la famille. Ce n'est pas toujours dit à voix haute. Parfois, c'est un regard lors d'un dîner de famille, un soupir quand vous parlez, une blague qui coupe un peu trop profondément. Mais de temps en temps, quelqu'un le formule avec des mots si vifs qu'il laisse une cicatrice dont vous ne soupçonniez pas l'existence jusqu'à ce qu'elle se mette à saigner. Je m'appelle Aaron, j'ai 28 ans, le plus jeune de 3 enfants et, apparemment, le seul qui ne soit jamais vraiment rentré dans le moule. Du moins, c'est ainsi que mes parents me l'ont fait sentir en grandissant. Mon frère David était l'athlète vedette. Le garçon en or qui s'est lancé dans la finance et a acheté son premier appartement à 25 ans. Ma sœur Émilie, la chérie, première de sa classe, sourire parfait, toujours poli. Maintenant, elle est la future mariée, sur le point d'épouser un homme que mes parents adorent absolument. Et moi, j'étais l'artiste, le bizarre, la face qui n'a jamais pris fin. J'ai étudié la photographie, travaillé en freelance tout en essayant de me faire un nom, et j'ai vécu dans un appartement d'une chambre qui fuyait quand il pleuvait. Pour eux, j'étais celui qui avait choisi la difficulté. Aucune exposition ou travail de client n'a jamais changé cela à leurs yeux. Ma mère m'a même dit un jour, nous nous inquiétons juste que tu finisses seul, Aaron, comme si l'échec était un résultat par défaut pour les gens qui ne possédaient pas de porte-documents. J'ai développé une carapace au fil des ans, pour la plupart. Mais la vérité, c'est que j'ai arrêté d'aller aux événements familiaux pendant un certain temps. La tension, les pics subtils, la façon dont les conversations mouraient quand j'entrais dans la pièce, tout cela m'a usé. Mais Émilie, elle était différente. Elle a toujours pris du temps pour moi. Quand nous étions enfants, elle se faufilait dans ma chambre avec une couverture pour que nous puissions regarder des dessins animés stupides ensemble quand je ne pouvais pas dormir. Elle était gentille. Et même quand nous nous sommes un peu éloignés à l'âge adulte, elle m'envoyait toujours un message pour mon anniversaire, prenait de mes nouvelles après l'opération de papa, et s'est même présentée à mon vernissage quand personne d'autre ne l'a fait. Alors, quand elle m'a invité à son mariage, je n'ai pas hésité. J'ai reçu l'invitation par la poste, écrite par elle. Une note personnelle à l'intérieur. Ce ne serait pas pareil sans toi, Aaron. S'il te plaît, viens. Je t'aime toujours. Alors j'y suis allé. Je suis arrivé tôt, espérant avoir un moment de calme avec elle avant que le chaos ne commence. Le lieu était magnifique, un vieux vignoble transformé en espace événementiel avec des lanternes suspendues aux arbres et du jazz doux diffusé par des haut-parleurs cachés. Les gens déambulaient en costume et robe de cocktail, sirotant du champagne. Je portais le seul costume que je possédais, un peu serré aux épaules, mais propre, respectable. Je m'étais même rasé. Il n'a pas fallu longtemps pour que le premier signe du genre de journée que ce serait apparaisse. Aaron. La voix de ma mère est venue de derrière moi, déjà empreinte de surprise. Tu es vraiment venu. Content de te voir aussi, ai-je dit, forçant un sourire. Elle s'est penchée, m'a embrassé sur la joue, puis m'a tenu à distance comme pour examiner une antiquité douteuse. Tu as l'air en bonne santé. C'était le langage de maman pour dire tu as pris du poids. J'ai laissé passer. Papa est arrivé ensuite. Un signe de tête, une poignée de main, le père classique. Aucune chaleur, juste une reconnaissance formelle. J'espère que tu t'es bien comporté sur la route. Je me comporte toujours bien quand je suis seul, ai-je répondu, à moitié en plaisantant. Il n'a pas ri. Je me suis dirigé vers l'intérieur, cherchant Émilie du regard. Aucun signe d'elle pour l'instant. Au lieu de cela, je suis tombé sur David, qui m'a frappé dans le dos un peu trop fort. Eh bien, si ce n'est pas le célibataire bohémien en personne. Tu essaies toujours ce surnom, hein? Ai-je dit. 10 ans plus tard, il a souri. Certaines choses ne se démodent jamais. Comme ta barbe. On dirait que tu viens de finir de faire la manche devant un Whole Foods. J'apprécie le retour. David avait toujours aimé me taquiner. Des piques inoffensives, prétendait-il. Juste des taquineries fraternelles.
Mais il y a une différence entre taquiner et humilier de manière ciblée. Il savait où frapper. Il l'avait toujours su. Puis je l'ai vu. Le marié. Ethan. Laissez-moi vous dire quelque chose sur Ethan. Sur le papier, il était tout ce que vous voudriez chez un mari. Grand, soigné, confiant, avec un diplôme de droit et une Rolex. Mais derrière ce smoking impeccable et cette coiffure parfaite, quelque chose a toujours semblé déplacé. Suffisant, comme s'il voyait les gens comme des accessoires dans le film de sa vie. Nous ne nous étions rencontrés que 2 fois auparavant. Une fois à la fête de fiançailles d'Émilie et une autre fois à un barbecue familial. Les 2 fois, il a été civil mais dédaigneux. Il parlait par-dessus moi, me demandait si je faisais toujours ce truc d'art, et a une fois fait une blague sur le fait que les photographes étaient des peintres ratés avec un appareil photo. Alors, quand il est entré et m'a repéré près du bar, je pouvais déjà le voir dans ses yeux, le calcul, le sourire narquois, comme s'il décidait jusqu'où il pouvait aller. Eh bien, a-t-il dit fort, attirant l'attention de plusieurs invités. Je ne pensais pas qu'ils inviteraient la déception de la famille. Je me suis figé. L'atmosphère a changé. Les conversations ont baissé d'un ton. Quelques personnes ont eu des rires polis et gênés, ne sachant pas si c'était une blague. J'ai essayé de sourire pour enlever l'importance, mais ma mâchoire s'est contractée toute seule. Ethan, ai-je dit en hochant la tête. Content de te voir aussi. Il n'avait pas fini. Tu n'as pas ta place ici, a-t-il dit, toujours fort. Honnêtement, je pensais que tu sauterais l'événement. Je suppose que même les artistes affamés ont besoin de nourriture gratuite et de bars ouverts. Mon cœur battait la chamade. Je sentais une douzaine de regards sur moi, attendant de voir comment j'allais réagir. Mon père a détourné le regard, faisant semblant de ne pas entendre. David a juste ricané et marmonné quelque chose à sa femme. Ma mère m'a fait un sourire pincé et a siroté son vin. Et c'est là que j'ai réalisé qu'ils n'étaient pas surpris. Ils avaient déjà entendu ça avant, peut-être même en avaient-ils ri. Je me suis tourné vers l'entrée principale, la mâchoire toujours serrée, le sang affluant à mes oreilles. Puis j'ai vu Émilie. Elle descendait juste les escaliers, radieuse dans sa robe, son sourire illuminant la pièce jusqu'à ce que ses yeux se posent sur moi. Son sourire a vacillé. Elle a dû le sentir. Quelque chose n'allait pas. C'est pas en ralenti. Ethan s'est tourné vers elle en riant et a dit, « Chérie, je ne pensais pas qu'ils inviteraient ton frère, le cas de Charité. » Le visage d'Émilie s'est figé. C'était ça. C'était le moment exact où j'ai su que les choses n'étaient pas aussi parfaites entre qu'elles le paraissaient. Parce que dans cette fraction de seconde, j'ai vu quelque chose vaciller dans ses yeux. De la culpabilité, du choc, peut-être les deux. Ethan s'est retourné vers moi et m'a pointé du doigt de manière dramatique. « Tu n'as pas ta place ici. Pars. » J'ai senti la colère monter dans ma poitrine, mais je ne l'ai pas encore laissé déborder. Au lieu de cela, j'ai hoché la tête lentement, j'ai pris une profonde inspiration. Mes doigts se sont recroquevillés en points le long de mon corps. Je me suis tourné vers Émilie, qui se tenait maintenant immobile, confuse, la bouche légèrement ouverte. « Je le ferai, ai-je dit calmement. Puis j'ai fait une pause, j'ai souri. Mais d'abord, j'ai regardé autour de la pièce. Tu veux rencontrer la fille avec qui il a une liaison depuis les 6 derniers mois. C'est à ce moment-là qu'il est devenu blême, et c'est à ce moment-là qu'elle s'est levée. Mais nous y viendrons. Laissez-moi vous ramener 6 mois plus tôt. Parce que si vous pensez que cela a commencé au mariage, vous vous trompez lourdement. L'effondrement a commencé bien avant la robe blanche et le champagne. Et croyez-moi, je n'avais rien prévu de tout cela. Pas au début. Tout a commencé avec une photographie. 6 mois plus tôt, j'étais de retour en ville, accroupi derrière l'objectif de mon appareil photo, faisant ce que je faisais de mieux, capturer les gens quand ils pensaient que personne ne regardait. C'est le truc avec les mariages et les séances de fiançailles. Tout le monde fait semblant. Des angles parfaits, des sourires forcés, un bonheur orchestré. Mais parfois, si vous attendez assez longtemps, vous attrapez quelque chose de réel, quelque chose de brut. C'est ce qui s'est passé la première fois que j'ai vu Ethan avec elle. C'était un après-midi froid de mars, venteux et gris. Le genre de jour où tout semble retenir son souffle.
j'avais été engagé pour prendre des photos de fiançailles pour un couple que je connaissais à peine, des amis d'amis, un contrat qui payait juste assez pour couvrir le loyer et les courses. Nous avions convenu de nous retrouver sur une place cachée du centre-ville, un endroit avec des briques couvertes de lierre et un éclairage doux qui donnait à tout le monde l'air d'une couverture de magazine. Je suis arrivé tôt pour repérer les angles. C'est là que je les ai vus. Ethan et une femme qui n'était pas Emily. Ils étaient nichés dans le coin d'un café de l'autre côté de la rue, derrière une vitre embuée de condensation. Au début, je n'ai pas enregistré, juste un autre couple prenant un café. Mais ensuite, j'ai vu Ethan se pencher trop près. La femme a ri, a touché son poignet. Il a tendu la main sur la table, a glissé ses cheveux derrière son oreille comme si elle lui appartenait. Pas seulement séducteur, intime. J'ai pris une photo. Réflexe. Je n'aurais pas dû. Je le savais. Mais quelque chose en moi a cliqué. L'attention, la discrétion, l'angle, c'était instinctif, une habitude de plusieurs années à regarder des moments se dérouler derrière l'objectif. Le couple que j'attendais est arrivé quelques minutes plus tard et j'ai chassé Ethan de mon esprit, pour la plupart. Mais cette photo, elle est restée sur ma carte SD. Je n'ai rien dit. Pas à ce moment-là. Peut-être que je surréagissais. Peut-être que c'était innocent. Peut-être qu'il y avait une explication. Je ne voulais pas commencer quelque chose sans preuve. Alors, je suis resté assis dessus. Mais une fois que vous voyez les fissures, vous ne pouvez plus les ignorer. Quelques semaines plus tard, j'ai été invité à un dîner de famille pour célébrer l'enterrement de vie de jeune fille d'Emily. Même si c'était un événement réservé aux femmes, je pense que ma mère voulait juste une excuse pour parader avec Emily et parler d'arrangements floraux devant des gens qui feraient semblant de s'en soucier. J'ai failli ne pas y aller, mais Emily m'a envoyé un message directement. « S'il te plaît, viens. J'ai besoin de quelqu'un de sain d'esprit là-bas. » Alors, j'y suis allé. Le dîner avait lieu chez nos parents, la même maison où j'ai grandi. La maison qui ressemblait maintenant plus à un musée de la vie de quelqu'un d'autre. Tout était impeccable, poli, stérile. La seule preuve de mon enfance était une seule photo de travers de nous trois, les enfants, sur le mur du couloir, David dans son maillot de football, Emily dans une robe à froufrou, et moi dans un sweat à capuche avec de la peinture sur les manches. Maman disait qu'elle la gardait pour la symétrie. Le dîner a commencé de manière civile, des rires polis, du vin, des discussions sur les plans de lune de miel et les coups de traiteur. Puis Ethan a commencé. Alors, Aaron, a-t-il dit en faisant tourner son vin comme il l'avait vu dans un film. Toujours dans la routine de l'artiste affamé. J'ai jeté un coup d'œil à Emily, mais elle était concentrée sur la découpe de son poulet. Ma mère a eu un petit grognement. David a souri. Je me débrouille, ai-je dit. Je viens de décrocher une parution dans un magazine, en fait. Quel magazine? A demandé David sans intérêt. Indie Photographie Carterly, ai-je répondu. Ils font un reportage sur la composition urbaine. Oh, a dit Ethan, sa voix dégoulinant d'une sincérité feinte. Je pensais que ça avait fait faillite. Ça n'a pas fait faillite. J'aurais juré avoir lu ça quelque part. Vous connaissez ce moment où vous regardez autour d'une table et réalisez que personne n'est de votre côté? C'est ce que j'ai ressenti. Comme si j'étais l'étranger qui s'incrustait à une fête où je n'étais pas censé être. J'ai mâché l'intérieur de ma joue et j'ai essayé de rester silencieux. Puis Ethan a dit quelque chose qui a fait s'arrêter ma fourchette en plein vol. Tu sais, a-t-il ricané. C'est honnêtement inspirant. S'accrocher à quelque chose même quand ça ne marche clairement pas. Il faut du cran. Je n'ai pas répondu. Mon cœur battait la chamade. J'ai de nouveau jeté un coup d'œil à Emily et cette fois, elle m'a regardé, juste une seconde. Son expression était illisible. Puis elle a détourné le regard. Je suis parti tôt ce soir-là. Personne ne m'a arrêté. Après cela, les choses ont fait boule de neige. Emily a arrêté d'envoyer des messages aussi souvent. Quand je lui ai demandé si elle voulait prendre un café, elle a dit qu'elle était vraiment débordée par les préparatifs du mariage. Je n'ai pas insisté. Peut-être que c'était le cas, mais j'avais l'impression qu'une porte se fermait lentement. Puis sont venues les photos de fiançailles. Emily m'a demandé de les prendre en privé, pas par l'intermédiaire de mon entreprise.
Je te fais plus confiance qu'à un étranger, avait-elle dit. Et je veux que les photos semblent réelles. J'ai dit oui parce qu'au fond de moi, je voulais qu'elle voie que je n'étais pas un échec, que je pouvais faire quelque chose de beau pour elle. Peut-être même lui rappeler qui nous étions autrefois. La séance était prévue un dimanche de mai dans une réserve naturelle juste à l'extérieur de la ville. L'heure dorée. Un éclairage parfait. Je suis arrivé tôt pour m'installer. Ils étaient en retard. Quand ils sont finalement arrivés, Ethan était au téléphone, me regardant à peine. Émilie avait l'air fatiguée. Pas physiquement, émotionnellement, comme si quelqu'un l'avait vidée petit à petit. Nous avons pris des photos pendant 1 heure. Ils ont posé. Ils ont souri. Ils se sont embrassés sur commande, mais quelque chose n'allait pas. Il n'y avait pas de chaleur, pas d'espièglerie. Quand je leur ai demandé de rire ensemble, seule Émilie a essayé. Ethan avait juste l'air de s'ennuyer. Alors que je rangeais mon matériel, Émilie s'est attardée. « Merci », a-t-elle dit doucement. « J'apprécie vraiment que tu fasses ça. »« Bien sûr », ai-je répondu. « Tu vas bien ?» Elle a hésité. « Juste fatiguée. » Puis Ethan a appelé depuis la voiture. « Allons-y. J'ai ce dîner avec les partenaires. » Son visage s'est fermé. « Prends soin de toi, Aaron », a-t-elle dit rapidement, puis elle est partie en trottinant. Je suis resté là, seul sur le parking, mon appareil photo à la main, un sentiment de malaise grandissant dans mon ventre. Cette nuit-là, j'ai regardé les photos. La plupart étaient utilisables, certaines même belles. Mais une a attiré mon attention, une photo prise sur le vif. Émilie s'était tournée pour regarder Ethan pendant une pause. Il ne la regardait pas. Il regardait son téléphone, avec un sourire narquois. L'expression sur le visage d'Émilie m'a brisé. Ce n'était pas de l'amour. C'était de la résignation. Je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser à la femme du café, aux pics subtils, aux yeux fatigués d'Émilie. Alors, j'y suis retourné. J'ai retrouvé la photo originale, j'ai zoomé, j'ai amélioré, et là, c'était là, un badge nominatif, le nom de la femme, Vanessa. C'était flou, mais lisible. Vanessa. Je ne la reconnaissais pas. Alors, j'ai fait ce que tout petit frère têtu avec une connexion internet et trop de temps ferait. Je l'ai trouvée, cela a pris quelques jours de recherche numérique. Elle travaillait dans le cabinet d'Ethan. Une assistante juridique, jeune, jolie, qui postait des photos de tasses de café, de coucher de soleil et de brunch avec des légendes comme « Ne laisse pas le monde ternir ton éclat ». Classique. Et puis j'ai trouvé la photo, enfouie sur son Instagram, postée 3 semaines après l'avoir vue au café. Un bar à vin, 2 verres, la main d'un homme tendant la main sur la table, tenant doucement la sienne. Pas de visage sur la photo, mais j'ai reconnu la montre. La Rolex d'Ethan. La légende, certaines personnes vous font vous sentir comme à la maison. J'ai fait une capture d'écran. Puis un autre post, un selfie dans un miroir d'une chambre d'hôtel. Elle portait sa chemise. Une veste de costume d'homme drapée sur la chaise en arrière-plan. La même montre scintillant dans le bord du miroir. Une autre capture d'écran. Je n'ai rien dit à personne. Pas encore. J'avais besoin de plus. J'ai demandé une faveur à un ami qui travaillait à la sécurité de cet hôtel même. Je lui ai glissé la date et l'heure. Quelques jours plus tard, il m'a envoyé un courriel discrètement. Une image floue de la sécurité montrant Ethan sortant de l'ascenseur bras dessous avec Vanessa. Horodaté. Aucune place au doute. Mes mains tremblaient en sauvegardant le fichier. Je voulais aller chez Émilie ce soir-là. Je voulais frapper à sa porte, lui mettre les photos sous le nez, crier « Tu vas épouser un menteur ». Mais quelque chose m'a arrêté. Il ne s'agissait pas d'avoir raison. Il s'agissait d'elle. Émilie, ma sœur, celle qui me tressait les cheveux quand nous jouions à faire semblant. Qui m'a aidé à choisir mon premier appareil photo. Qui s'est présenté quand personne d'autre ne l'a fait. Elle méritait de le voir clairement, indéniablement, publiquement. Elle méritait la vérité, mais à ses conditions. Alors, j'ai attendu le bon moment. Et ce moment est arrivé le jour de son mariage, quand son futur mari m'a pointé du doigt et a dit « Tu n'as pas ta place ici.
C'est là que j'ai su qu'il était temps. Je me suis tourné vers elle. J'ai dit, je le ferai, mais d'abord, tu veux rencontrer la fille avec qui il a une liaison depuis les 6 derniers mois. Des halètements ont parcouru la pièce. Les têtes se sont tournées. Le visage d'Ethan s'est vidé de sa couleur. Émilie s'est figée, et du fond de la salle, une chaise a raclé bruyamment le sol. Vanessa s'est levée. Elle était là, et elle n'était pas seule. Quand Vanessa s'est levée, la pièce a collectivement retenu son souffle. Je n'avais pas prévu cette partie, sa présence. C'était un pari, mais quand vous jouez bien vos cartes, parfois la maison se couche avant même que vous n'ayez posé votre main sur la table. Elle avait l'air calme. Trop calme. Vêtue d'une robe bleu pâle, les cheveux soigneusement bouclés autour de ses épaules. Elle se tenait avec une élégance douce qui semblait étrangement composée pour quelqu'un dont la présence venait de faire exploser un mariage. Elle n'était pas troublée. Elle n'était pas embarrassée. Elle était prête. Les lèvres d'Ethan ont bougé, essayant de former des mots, mais rien n'est sorti. Les yeux d'Émilie dardaient entre nous. Son voile a glissé un peu sur son épaule, oublié. Quoi? De quoi parle-t-il? La voix d'Émilie s'est brisée, à peine audible. Je n'ai rien dit. J'ai juste regardé Vanessa. Elle m'a fait un signe de tête, presque comme un signal. Puis elle s'est avancée, lente et sûre, comme si elle montait sur scène. Tous les yeux dans la pièce la suivaient. La musique s'était arrêtée. Le cliquetis des couverts, le bavardage, tout avait disparu, juste le silence. Elle s'est arrêtée à côté d'Ethan, s'est tournée vers Émilie et a dit « Je suis désolé que tu aies dû la prendre de cette façon. » Émilie a cligné des yeux. Ethan a finalement parlé. « Vanessa, qu'est-ce que tu fais ?» Vanessa l'a ignoré. « Je ne savais pas qu'il était fiancé au début, » a-t-elle dit doucement. « Mais quand je l'ai découvert, j'ai rompu. Puis il m'a dit qu'il mettait fin à sa relation avec toi, qu'il restait seulement pour les apparences, pour la famille. » « Arrête de parler, » a sifflé Ethan. « Il a dit que tu étais émotionnellement distante, » a poursuivi Vanessa, sa voix se brisant un peu, « que tu ne te souciais que du mariage. Il a dit que c'était fini en tout sauf en nom. » Je l'ai cru. Émilie a reculé comme si quelqu'un l'avait poussée. Ethan a tendu la main vers elle. « Ce n'est pas vrai. Aime, s'il te plaît. » Elle ment. Vanessa l'a finalement regardée, les yeux froids. « Je ne suis pas la seule, » a-t-elle dit. Et c'est alors qu'une deuxième femme s'est levée de l'autre côté de la pièce. Je ne l'avais pas vue auparavant. Personne ne l'avait vue. Elle s'était fondue dans la masse. Des yeux plus jeunes, plus vifs. Elle n'a pas parlé, a juste levé son téléphone, l'écran affichant une photo. Un hall d'hôtel. Ethan. Elle. Ethan avait l'air sur le point de vomir. Émilie n'a pas pleuré. Pas encore. Elle a juste regardé, le visage vide, creux. Et puis elle s'est tournée vers moi. Mais cette partie ne la concerne pas. Parce qu'après ce moment, après avoir lâché la vérité comme une pierre dans un étang calme, je n'étais pas le héros. Je n'étais pas le petit frère vengé. J'étais le méchant. Le mariage ne s'est pas terminé par une scène dramatique comme dans les films. Il n'y a pas eu de verre jeté ou d'ultimatum crié. Il s'est éteint, silencieux, gênant. Émilie est sortie, sa traîne traînant derrière elle comme si elle pesait 100 livres. Ethan a essayé de la suivre. Quelqu'un l'a arrêté. Peut-être David, peut-être papa. Je ne me souviens pas. Vanessa a disparu, et je suis resté là, seul. Personne n'a applaudi. Personne ne m'a remercié, pas même Émilie. Ma mère ne m'a pas adressé la parole en sortant. David a marmonné, tu ne pouvais pas te taire pour une fois. Le temps que j'arrive à la maison, mon téléphone bourdonnait de messages. Certains de membres de la famille élargie disant que j'avais ruiné le jour le plus important de la vie d'Émilie. D'autres me disant que j'aurais dû lui parler en privé, que j'étais égoïste, dramatique, jaloux. Ça a fait plus mal que ce à quoi je m'attendais. Je pensais que je me sentirais justifié, vertueux. Au lieu de cela, je me sentais vide. Et c'est là que le vrai silence a commencé. Émilie n'a pas pris contact. Les jours ont passé, puis les semaines. Je ne savais pas où elle était allée.
J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles elle était retournée vivre chez nos parents, qu'elle avait quitté son emploi, qu'elle était en train de digérer, mais d'elle, rien. J'ai commencé à douter de moi. Ai-je vraiment fait la bonne chose? Peut-être que j'aurais dû la laisser découvrir par elle-même. Peut-être que j'aurais dû attendre. Peut-être que je l'avais embarrassée devant tout ce qu'elle aimait. Peut-être que j'étais vraiment une déception. Je suis tombé dans une routine, me réveiller, manger du pain grillé, regarder mon équipement photo, et ne pas pouvoir me résoudre à l'utiliser. J'ai refusé des séances, dit non à des contrats. Les gens pensaient que j'étais occupé, en demande. La vérité, c'est que je m'en fichais. Un soir, j'ai reçu un appel de ma mère. Cela faisait plus d'un mois depuis le mariage. J'espère que tu es heureux, a-t-elle dit. Je n'ai rien dit. Elle ne mange pas. Elle parle à peine. Tu l'as humiliée. J'ai dénoncé un tricheur. Tu aurais pu le lui dire en privé. Elle ne m'aurait pas cru. Tu n'en sais rien. Non, ai-je dit, je n'en sais rien. Mais je n'allais pas attendre et la laisser épouser quelqu'un qui ne la respectait pas. C'est la famille, Aaron. On ne trahit pas la famille. J'ai ri amèrement. Drôle. C'est exactement ce que vous m'avez tous fait. Clic. Elle a raccroché. Cette nuit-là, je me suis assis par terre dans mon appartement dans le noir et j'ai pleuré. Pas parce que je le regrettais, mais parce que j'avais l'impression d'avoir tout perdu. Quoi qu'il en soit, c'était le fond. C'était le point où j'ai commencé à remettre en question non seulement ce que j'avais fait, mais qui j'étais. Pourquoi je continuais à essayer de faire partie d'une famille qui ne me voyait jamais vraiment? Pourquoi je continuais à me montrer en espérant une approbation qui ne viendrait jamais? Et c'est là que quelque chose a commencé à changer. Parce qu'une fois que vous touchez le fond, la seule direction qui reste est vers le haut. Tout a commencé par un courriel de la rédactrice en chef du magazine de photographie que j'avais mentionné au dîner. Celui dont Ethan s'était moqué. Ils adoraient mes photos urbaines. Ils voulaient les présenter dans leur numéro d'automne. Une pleine page. J'ai regardé l'écran pendant un long moment. Puis j'ai dit oui. Puis une ancienne cliente m'a envoyé un message. Elle lançait une start-up. Elle avait besoin de photos de marque. Elle pouvait bien payer. Elle m'a demandé si j'étais disponible. J'ai failli dire non. Mais quelque chose en moi a murmuré, essaie. Alors, je l'ai fait. Je me suis présenté. J'ai pris les photos. Elles étaient bonnes. Mieux que bonnes. Elle m'a envoyé un message le lendemain. Tu m'as donné l'impression de croire à nouveau en moi. Merci. Cela m'a marqué parce que j'ai réalisé que j'avais ce don. Non seulement de capturer ce que les gens voyaient, mais de révéler ce dont ils avaient besoin. D'autres travaux ont suivi. Le mot s'est répandu. J'ai commencé à avoir des contrats régulièrement. Puis une plateforme en ligne a présenté une de mes photos dans une liste des 30 créatives de moins de 30 ans à suivre. Le trafic a explosé. Ma boîte de réception a été inondée. J'ai redessiné mon site web, engagé quelqu'un pour m'aider à gérer les réservations. J'ai commencé à dire oui plus souvent. J'ai même loué un studio, un vrai. Rien d'extraordinaire, mais le mien. Pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression d'avoir quelque chose qui m'appartenait. Mais le plus grand changement n'était pas externe. C'était à l'intérieur. J'ai arrêté d'attendre que mes parents soient fiers. J'ai arrêté de rechercher la validation de David. J'ai arrêté de me considérer comme l'échec de la famille. Parce que la vérité, c'est que je n'ai jamais été le problème. Je ne rentrais tout simplement pas dans leur moule. Et peut-être que je ne le ferai jamais. Mais cela ne voulait pas dire que j'étais brisé. Un matin, quelques mois après le mariage, j'ai reçu un texto d'Émilie. Juste un mot, café. Mon cœur a bondi. J'ai regardé le message pendant une minute entière avant de répondre. Toujours. Nous nous sommes rencontrés dans un petit endroit du centre-ville. Pas de foule, pas de spectacle, juste elle. Elle avait l'air différente, pas pire, pas meilleure, juste réelle, fatiguée, mais présente. Nous nous sommes assis en silence un moment. Puis elle a dit, « Je voulais te détester. » J'ai hoché la tête. J'ai été humilié, prise au dépourvu.
Tout le monde chuchotait. J'avais l'impression de me noyer dans le jugement. Je sais, ai-je dit doucement. Mais ensuite j'ai vu les photos. J'ai levé les yeux. Elle a sorti son téléphone, m'a montré les captures d'écran que j'avais envoyées anonymement après le mariage. L'hôtel, la montre, l'autre femme, tout ça. Je me suis assise dans mon lit et je les ai regardées encore et encore. Une partie de moi voulait crier. Une partie de moi voulait juste disparaître. Je suis désolé, ai-je murmuré. Elle a secoué la tête. Ne le sois pas. Tu n'as pas menti. C'est lui qui l'a fait. Nous avons siroté notre café en silence. Puis elle a tendu la main sur la table et a attrapé la mienne. Merci de m'avoir sauvé. Ce moment a fait que tout en valait la peine. Mais ce n'est pas là que l'histoire se termine, parce qu'Ethan, il n'est pas parti tranquillement. Et ce qui s'est passé ensuite? Disons simplement que certaines personnes ne savent pas quand abandonner. Je ne m'attendais pas à revoir Ethan. Après ce mariage, je pensais qu'il disparaîtrait, la queue entre les jambes, la réputation en lambeaux. Peut-être qu'il déménagerait dans un autre état, ignorerait la famille, changerait de cabinet, recommencerait ailleurs où personne ne connaissait le nom de la femme qui l'avait trompé. Mais Ethan n'était pas de ce genre. Il n'a pas disparu. Il a riposté. Cela a commencé subtilement, juste des chuchotements au début. Une amie commune de l'université d'Emily lui a dit qu'elle avait entendu des choses de la part de gens du cabinet d'avocats d'Ethan, que j'étais instable, que j'avais mis en scène toute l'affaire du mariage par jalousie. Que j'avais des antécédents d'instabilité émotionnelle et que j'avais manipulé Vanessa pour qu'elle mente. Emily a d'abord rejeté cela, mais ensuite sont venus les commentaires en ligne, sur mon site web, sur mon Instagram, sur les forums de photographie, des noms d'utilisateurs anonymes postant des choses comme « ce type a saboté le mariage de sa sœur pour la notoriété ». Et il photoshop de fausses photos d'infidélité pour ruiner des vies. Au début, j'ai supposé que c'était juste des trolls. Internet est Internet. Puis, un client potentiel m'a envoyé un courriel disant qu'il était préoccupé par les allégations. Des allégations? Ce mot m'a glacé. J'ai suivi la piste de l'adresse IP d'un des commentaires les plus méchants. Je ne suis pas un expert en technologie, mais je connais des gens qui le sont. L'emplacement était à moins de 10 miles du cabinet d'Ethan. Ce n'était pas une preuve. Pas assez pour aller au tribunal, mais assez pour que je sache. Ethan essayait de m'enterrer, ce qui signifiait qu'il n'avait pas fini. Mais moi non plus. Parce que ce qu'Ethan ne savait pas, ce que personne ne savait, c'est que depuis le mariage, j'avais changé. Je n'étais plus le petit frère négligé. Je n'étais plus le mouton noir qui se cachait derrière un appareil photo. J'avais quelque chose maintenant, un levier, de l'influence, des contacts, et pour la première fois de ma vie, un réseau de personnes qui croyaient en moi. Alors, j'ai décidé que je n'allais pas simplement me défendre. J'allais le réduire en cendres, mais soigneusement, lentement, le laisser penser qu'il avait gagné, le laisser se mettre à l'aise, le laisser transpirer. J'ai commencé à rassembler. Le premier allié fut de manière inattendue Vanessa. Après le mariage, elle a disparu, a quitté le cabinet, a emménagé avec sa sœur dans une autre ville, selon l'un de ses anciens collègues. Mais quand je l'ai contactée par un courriel poli et soigneusement formulé, elle a répondu en moins d'une journée. J'attendais ça, a-t-elle écrit. Nous avons programmé un appel vidéo. Elle avait l'air en meilleure santé, plus ancrée. Elle s'est à nouveau excusée pour sa part dans le désordre, mais je lui ai dit qu'il ne s'agissait plus de ça. J'ai besoin de ton aide, ai-je dit. Mais seulement si tu es d'accord. Je veux arranger les choses, a-t-elle dit. Il m'a menti à moi aussi. J'aurais dû écouter mon instinct. Que as-tu encore? Des courriels, des textos, des photos, n'importe quoi. Elle a hoché la tête. J'ai tout. Et elle avait tout. Des captures d'écran de lui traitant Emily de poids mort. Des enregistrements d'appels nocturnes où il se vantait de manipuler les femmes au travail. Un vieil courriel qu'il lui avait envoyé accidentellement et qui était destiné à quelqu'un d'autre, exposant des affaires financières louches des comptes internes de son cabinet. Des pots de vin, des détournements de clients, une possible fraude. Je lui ai dit de ne rien envoyer pour le moment. Nous en aurons besoin plus tard. Pour l'instant, reste tranquille et sois prête. Le deuxième allié était Emily. Cela a pris un peu plus de temps avec elle.
Nous reconstruisions lentement, nous nous voyons encore chaque semaine, naviguant toujours dans les blessures. Je ne voulais pas l'impliquer dans quoi que ce soit à moins de savoir qu'elle était prête. Mais ensuite, elle a découvert quelque chose. Ethan avait gardé un box de stockage. Elle a trouvé la facture dans la pile de comptes joints qu'il n'avait jamais fermée. 172 $ par mois pour un casier d'entrepôt en périphérie de la ville. Elle ne l'avait jamais vu. N'avait aucune idée de ce qu'il y avait à l'intérieur. Je veux l'ouvrir, m'a-t-elle dit. J'irai avec toi. Nous l'avons fait. L'unité n'était pas louée sous le nom d'Ethan. Il avait utilisé la carte d'identité de son cousin, mais il n'avait jamais changé le mode de paiement. Paresseux. Typique. L'employé a à peine scié quand Émilie a montré sa carte d'identité et a expliqué le lien. Nous avons signé quelques formulaires, obtenu la clé. À l'intérieur, des preuves, des années de preuves, de vieux téléphones, des téléphones prépayés, des piles de documents, des clés USB, même une liste imprimée de mots de passe, comme un aspirant méchant de James Bond paranoïaque qui ne faisait pas confiance au cloud. Émilie se tenait là, stupéfaite. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Des preuves, ai-je dit. Nous avons tout passé en revue. Cela a pris des jours. Et ce que nous avons trouvé? Eh bien, disons simplement qu'Ethan ne faisait pas que tromper. Il se jouait des gens. Il sortait avec plusieurs femmes à la fois, dont certaines travaillaient pour lui. Il avait des courriels s'en vantant à des copains d'université. Des photos de lui avec la fille d'un client, qui avait à peine 20 ans, même des journaux de texto où il plaisantait sur le fait de garder la fille de secours au cas où Émilie développerait un jour une colonne vertébrale. Émilie a vomi dans ma salle de bain après avoir lu ça. Mais elle ne s'est pas effondrée. Elle ne s'est pas écroulée. Elle s'est assise par terre, s'essuyant la bouche, les yeux rouges, et a dit « Détruisons-le ». Je ne l'avais jamais autant aimé. Le troisième allié était quelqu'un qu'Ethan n'avait jamais vu venir. Son ancien mentor, M. Albert, un associé plus âgé du cabinet qui avait toujours eu une sorte de boussole morale, même dans une mer de requins. Je l'ai contacté par l'intermédiaire d'un de mes contacts indépendants, sa fille en fait, pour qui j'avais fait une séance de portrait des mois auparavant. Nous nous sommes rencontrés dans un café tranquille juste à côté de Maine. Il portait un trench coat beige et parlait comme s'il était toujours à un mot d'une objection au tribunal. Je ne suis ici que grâce à ma fille, a-t-il dit, et parce que j'ai des soupçons sur Ethan depuis longtemps. Mais je ne me mettrai pas en danger sans quelque chose de concret. Alors, je lui ai montré un fichier, un seul PDF que Vanessa avait récupéré, un état financier qu'Ethan avait modifié pour cacher sa prime d'un règlement avec un lanceur d'alerte. Fraude, pure et simple, illégale. Albert l'a regardé fixement. Puis il a expiré, longuement, mesurément. D'accord, a-t-il dit. J'en suis. Et c'est là que le plan s'est mis en place. Il ne s'agissait plus seulement de vengeance. Il s'agissait de justice, et peut-être d'un peu de rédemption. J'ai tout organisé comme un projet de tournage. Des dossiers, des calendriers, des onglets de couleurs. Nous ne nous pressions pas. Nous construisions un dossier. Pas pour le tribunal, du moins pas encore, mais pour l'exposition, la précision, l'impact maximal. Étape 1, la réputation. J'ai contacté toutes les femmes avec lesquelles Ethan avait été impliqué. Vanessa m'a donné la plupart des noms. Beaucoup n'ont pas répondu. Quelques-unes l'ont fait. Une en particulier, Alyssa, était plus que disposée à parler. Il a ruiné ma carrière, m'a-t-elle dit par Zoom. Il m'a utilisé, puis m'a mise sur liste noire quand j'ai essayé de partir. Je lui ai demandé si elle serait prête à parler publiquement. Sa réponse, j'attends cette chance depuis 2 ans. Nous avons programmé une interview. Je l'ai filmée moi-même. Éclairage net, arrière-plan doux, audio impeccable. Elle a raconté son histoire. Calme, mesuré, sans drame, juste la vérité. Étape 2, le levier. Les dossiers financiers de Vanessa, combinés aux documents du box de stockage et aux informations internes de Albert, peignaient un tableau de corruption interne au cabinet. Ethan n'était pas le seul impliqué, mais il était un acteur clé. Si cela atteignait les bons médias, le cabinet n'aurait d'autre choix que d'agir. Étape 3, le timing. Je voulais que cela frappe quand Ethan ne pourrait pas se cacher, quand il serait à son apogée.
Il venait d'être nominé pour un prix du jeune avocat de l'année, avec un banquet, des discours, la presse locale. C'était le moment parfait. Tout le monde regardait, tous les yeux sur lui. Alors, nous avons encerclé la date. Émilie a acheté une robe. J'ai réservé une équipe de tournage sous le nom d'une fausse société de médias. Vanessa m'a envoyé un dossier Dropbox intitulé Justice Does Zip. Et j'ai préparé la pièce finale. Un portfolio, un document relié en cuir imprimé avec tout, des témoignages, des captures d'écran, des photos, des résumés de fraude financière, des citations d'anciennes victimes, anonymisées mais précises, un dossier organisé de la double vie d'Ethan, une copie pour le cabinet. Une copie pour la presse, et une pour Ethan lui-même. Mais la meilleure partie est venue en dernier, parce que lors de ce banquet, quand Ethan est monté sur scène pour accepter son prix, se prélassant dans de faux applaudissements et des sourires en plastique. Il ne saurait pas que quelqu'un dans la foule avait déjà reçu le dossier et que quelqu'un d'autre était sur le point de se lever et de parler. Mais cette partie, elle arrive, parce que la vengeance est un plat qui se mange froid, à température ambiante, avec un microphone. Ethan se tenait sur la scène comme un homme qui croyait avoir gagné. Les lumières de la salle de bal scintillaient sur le verre poli de son prix, jeune avocat de l'année, 2025. Son smoking était impeccable. Ses cheveux étaient soigneusement coiffés. La foule devant lui, une mer d'avocats, de politiciens, de journalistes et de membres du conseil d'administration, était exactement le genre de public qu'il avait toujours désiré. Il tenait le micro comme s'il était né pour ça. « Je suis honoré », a-t-il commencé, sa voix aussi douce que jamais. Vraiment, je le suis. Ce prix signifie beaucoup pour moi, non seulement professionnellement, mais personnellement, parce que j'ai toujours cru que l'intégrité et la persévérance sont les pierres angulaires du succès. Émilie et moi nous tenions près du fond de la salle de bal, derrière la rangée de la presse. Elle portait une robe vert émeraude profond, simple, élégante, nette. Son expression était illisible, concentrée. Moi? J'étais derrière une caméra, ne filmant pas pour un client cette fois. Ces images étaient pour nous. À tous les jeunes avocats, a poursuivi Ethan, à qui on a dit que vous étiez trop ambitieux, trop audacieux, trop excessif, continuez, vous leur prouverez qu'ils ont tort. J'ai entendu quelqu'un ricaner à proximité. Alyssa. Elle était assise à quelques tables de là, l'expression calme, les mains croisées sur ses genoux. Vanessa était assise à côté d'elle, les lèvres pincées, les yeux ne quittant jamais la scène. Il était presque temps. En acceptant ce prix, a continué Ethan, élevant légèrement la voix. Je veux remercier les personnes qui m'ont soutenu tout au long du chemin. Mes mentors, mes collègues, et puis, juste au bon moment, l'écran du projecteur derrière lui s'est allumé. Cela a commencé par un scintillement, puis une image complète, une photographie en noir et blanc. Ethan dans un hall d'hôtel, bras dessus bras dessous avec Vanessa. Il ne l'a pas remarqué au début. Ses yeux étaient concentrés sur le public, mais la foule a remarqué. Les têtes se sont tournées, des chuchotements se sont élevés. Puis la diapositive suivante. Une série de messages textes. Cru, moqueur, dégradant, ces mots à plusieurs femmes, tous horodatés, tous traçables. Puis des captures d'écran de dossiers financiers. Un graphique intitulé Pot de vin de clients falsifiés. Puis le fichier audio a commencé à jouer. Je me fiche qu'elle le découvre. La voix d'Ethan a crépité depuis les haut-parleurs. Émilie est trop gentille. Elle ne partira pas. Au pire, je lui ferai croire que c'est elle le problème. Le silence qui a suivi était assourdissant. Ethan s'est figé. Quoi? A-t-il marmonné en se tournant vers l'écran. Quelqu'un dans le public a halté. Un autre s'est levé, pointant du doigt. C'est toi. C'est ta voix. Il s'est retourné, le micro toujours à la main. C'est une blague. Quelqu'un me sabote. C'est faux. Vous me connaissez tous. C'est alors que M. Albert s'est levé de sa place près du devant. Je ne vous connaissais pas, a-t-il dit, la voix calme mais sévère. Et j'ai honte d'avoir jamais témoigné en votre faveur. Il a brandi un dossier, le même que j'avais compilé. Un des trois. Ce n'est pas du sabotage. C'est la vérité. La salle a éclaté. Des flashs d'appareils photo. Des journalistes chuchotant frénétiquement dans leur téléphone.
des avocats murmurant entre eux, vérifiant des documents, ouvrant leur propre copie du dossier, passaient discrètement sous les chaises. Et Ethan, il a craqué. « Je veux que ça s'arrête », a-t-il aboyé au technicien audiovisuel. Le technicien a simplement haussé les épaules. On nous a dit de lancer ce fichier par les organisateurs. Les organisateurs, bien sûr, n'en avaient aucune idée, mais le fichier avait été programmé, intégré et mis en file d'attente sans que personne ne s'en doute, parce que parfois la meilleure vengeance est de donner à quelqu'un juste assez de cordes pour se pendre avec les lumières allumées. Émilie s'est avancée, marchant lentement dans l'allée centrale, ses talons claquant contre le sol en marbre. Tous les yeux se sont tournés vers elle. La mâchoire d'Ethan est tombée. « Émilie, qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle s'est arrêtée à mi-chemin. « Je regarde la vérité éclater », a-t-elle dit d'un ton égal. « Je t'ai presque épousée. » Il a essayé de s'approcher, tenant toujours le micro comme si c'était un bouclier. « Ce n'est pas réel. Quelqu'un cherche à me ruiner. Je peux arranger ça. Viens juste avec moi. Nous pouvons parler. » Elle a fait un pas en arrière. « Tu as dit que j'étais un poids mort », a-t-elle dit. « Tu m'as appelé un bouche-trou. Tu as dit à d'autres femmes que j'étais trop ennuyeuse pour remarquer tes infidélités. Et quand mon frère t'a dénoncé, tu as essayé de le ruiner au lieu de t'excuser. » Ethan a ouvert la bouche. Rien n'est sorti. Alyssa s'est levée ensuite. « J'ai perdu mon travail à cause de toi. » Puis Vanessa. « Tu as menti à tout le monde. » Puis une quatrième femme s'est levée. Je ne connaissais pas son nom, mais ses yeux étaient pleins de feu. « Je suis sorti avec toi en 2021. Tu as dit que tu étais célibataire. Tu ne l'étais pas. » Cela s'est propagé comme une vague. Les murmures se sont transformés en accusations. Chaque table semblait avoir quelqu'un avec une histoire. Quelqu'un qu'Ethan avait ignoré, manqué de respect ou rejeté. Il a reculé en titubant, serrant plus fort le micro. Je n'ai rien fait d'illégal. Et c'est alors que la dernière diapositive est apparue à l'écran. Note de service interne du cabinet, examen en cours de violation de l'éthique. Ethan Prescott. Envoyé 2 jours plus tôt par Albert. Déclenché par les preuves financières que j'avais aidé à compiler. Le cabinet n'avait d'autre choix que d'enquêter une fois que cela avait atteint le bureau d'un associé principal. Le maître de cérémonie s'est approché derrière Ethan, lui prenant doucement le micro de la main. « Monsieur Prescott, » a-t-il dit, « nous allons devoir vous demander de partir. » La sécurité se déplaçait déjà. Ethan a essayé de protester, de se tenir droit, de sauver quelque chose, mais sa voix a été noyée par le son de sa propre chute qui jouait derrière lui. Et puis il a été escorté dehors, pas menotté. Pas encore, mais déshonoré. Complètement, définitivement. La salle s'est lentement calmée. L'écran est devenu noir. L'air a changé. J'ai éteint ma caméra. Émilie est revenue vers moi, les épaules droites, le menton levé, son expression illisible. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas souri, mais en m'atteignant, elle a murmuré « Merci ». J'ai hoché la tête. « Tu vas bien ?» ?»« Je vais bien. » Le lendemain matin, les gros titres ont explosé. Un avocat primé dénoncé pour fraude et liaison lors d'une cérémonie. Une source anonyme lâche une bombe lors d'un gala juridique. Un scandale éclate lors de l'événement de l'avocat de l'année. Et la meilleure partie, je ne suis apparu dans aucun article, parce que je n'en avais pas besoin. Je ne faisais pas cela pour la reconnaissance. Je l'ai fait pour la sœur qui grimpait dans mon lit avec une lampe de poche et un sac de M&M's quand je faisais des cauchemars. Je l'ai fait pour la version plus jeune de moi-même qui entrait toujours dans les dîners de famille en espérant une place à table et repartait en se sentant comme un invité indésirable. Je l'ai fait parce que parfois, dire la vérité ne suffit pas. Parfois, il faut la montrer. Une semaine plus tard, Ethan a été mis en suspension sans solde. Un mois après, des accusations ont été déposées pour falsification de documents et mauvaise conduite financière. Sa carrière terminée, son réseau disparu. Le cabinet se démenant pour limiter les dégâts. Et moi, j'ai gardé la tête basse, j'ai continué à travailler, j'ai continué à créer. La parution dans le magazine est sortie. Plus de clients, plus de reconnaissance. Mais la plus grande victoire n'était pas professionnelle. C'était personnel.
Émilie a recommencé à sourire. Nous avons dîné, juste nous deux. Pas de pique passive-agressive. Pas de tension. Nous avons ri. Nous nous sommes souvenus de qui nous étions. Et un soir, après avoir terminé une séance photo, j'ai reçu un texto d'elle. Tu n'as jamais été la déception. Tu as été le seul à voir les choses clairement. Cela signifiait plus pour moi que n'importe quel prix. Parce que la vengeance ne consiste pas seulement à abattre quelqu'un. Il s'agit de s'élever, de se réapproprier son histoire. Et quand je me regardais dans le miroir maintenant, je ne voyais plus un mouton noir. Je voyais un homme qui avait dit la vérité, qui avait défendu ce qui comptait, qui avait dénoncé un mensonge devant tous ceux qui avaient besoin de le voir. Parce que quand quelqu'un vous dit « tu n'as pas ta place ici », la meilleure réponse est « alors je construirai un endroit où je l'ai ».